On connaît des entreprises asiatiques qui ont une aura internationale. On connaît également des sociétés européennes qui jouissent d'une renommée planétaire. En ce qui concerne l'Amérique, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous savez très bien que les plus grandes compagnies, les plus grosses sociétés de notre époque résident dans cette partie du monde. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Pourquoi ne jouissons pas, nous, de ce type de réputation? Pourquoi n'avons-nous pas d'entreprises suffisamment grosses, puissantes, pour être des flambeaux de tout un continent? Alors, je ne parle pas de super entreprises, parce qu'il y en a. Ah, il suffit de voir le groupe Dangote et plusieurs autres entreprises en Afrique qui ont véritablement un succès international. Mais je parle ici de groupes ou d'entreprises qui auraient une aura telle que, en fait, l'adoption de leurs produits et services ne serait pas confinée à un continent ou à quelques personnes en dehors du continent, mais serait adoptée globalement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de, comme on dit, global company véritablement en Afrique? Il est important qu'on se penche sur ce genre de questions pour pouvoir identifier les points bloquants et éventuellement, avec le temps, parvenir à apporter des solutions. Nous ne sommes pas les premiers à aborder la question, mais ce n'est jamais superflu que de l'évoquer. Je pense qu'il faut mener la réflexion et que chacun devra apporter son grain de sel à cette discussion en commentaire une fois que vous aurez fini d'écouter donc ce que j'ai à vous exposer. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Je voudrais aujourd'hui aborder un point important en ce qui concerne l'entrepreneuriat et le business de façon plus générale. Vous savez qu'on en parle beaucoup sur cette chaîne. J'ai le sentiment que les entreprises africaines ne parviennent pas à s'exporter. Et je précise encore ici, une fois, que je ne parle pas d'entreprises qui ont des clients à l'étranger. Il y en a beaucoup. J'exporte moi-même des produits et des services, donc ce n'est pas là la question. Ce dont il s'agit ici, c'est de voir ce qui fait que nous n'avons pas encore d'entreprise globale. Véritablement, quand on vous dit Google, quand on vous parle de Facebook, quand on parle de Nike, etc. Toutes ces marques-là sont des marques globales, c'est-à-dire qu'elles sont adoptées sur tous les continents et qu'au-delà de l'origine qu'on va leur attribuer, en disant qu'elles sont associées à tel pays ou à tel continent, etc., les gens vont adopter ces marques-là. Elles deviennent finalement des marques qui appartiennent à tout le monde sur Terre, c'est-à-dire les gens se les approprient. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre ce genre de niveau? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'y parvient pas? Est-ce que c'est une question d'idées? Première hypothèse, nous n'avons pas les bonnes idées? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées lumineuses sur le continent. Il suffit de regarder autour de vous. Dans votre pays, vous en connaissez certainement et peut-être même dans votre entourage proche. Donc, ce n'est pas une question d'idées. Et d'ailleurs, l'idée ne fait pas le projet. C'est une partie de l'idée du projet. C'est une partie du succès. Ok? Mais ça ne suffit pas. On parle souvent d'exécution. Pour avoir une bonne idée, si vous l'exécutez mal, eh bien finalement, ça ne va pas donner grand-chose. Est-ce qu'on a donc des problèmes d'exécution en Afrique? Je ne pense pas non plus. Il est vrai qu'en termes de ressources humaines, on a encore pas mal d'efforts à faire. Et c'est un des points sur lesquels les entrepreneurs se plaignent souvent, quels que soient les pays du continent. La main-d'œuvre, les ressources humaines, le capital humain n'est pas encore suffisamment performant. Mais la montée en compétences, elle est là. Elle est clairement visible. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont chercher, au-delà de ce qu'on peut avoir et acquérir comme savoir c'est nous, qui vont chercher dans d'autres pays, sous d'autres cieux, de la connaissance, de la compétence pour compléter justement ce qu'ils ont déjà, ou parfois même pour aller se spécialiser dans des domaines très pointus. On n'est donc pas forcément sur le problème de la compétence. Je veux dire, c'est pas foncièrement ça qui empêche les entreprises d'atteindre certains niveaux critiques. Je pense qu'on a surtout un problème de vision qui est lié à l'injection des capitaux. Et je pense que c'est un problème sérieux. Je voudrais ici faire un distinguo clair. Une entreprise qui démarre, quelqu'un qui lance un projet, l'argent ne peut pas être son problème. C'est un paradoxe qu'il faut comprendre. Lorsqu'on démarre, l'argent, c'est pas le plus important parce que les gens se plaignent souvent de ce qu'ils n'ont pas de financement, j'ai pas de capitaux, j'ai des idées. Et moi, je martèle toujours que ce n'est pas le plus important. On peut commencer avec 3 fois rien. On peut commencer avec un budget très limite en fonction des projets. D'accord? Donc, le problème n'est pas là. J'ai moi-même démarré avec pas grand-chose. Par contre, lorsque vous arrivez à un certain niveau et que vous avez besoin de scaler,
donc de passer à l'échelle, de faire grossir les choses et d'étendre vos tentacules, là vous avez besoin de gros capitaux. Là, il ne s'agit plus d'être motivé, il ne s'agit plus d'avoir une bonne exécution, il ne s'agit plus d'avoir uniquement les bonnes ressources humaines. D'ailleurs, si vous voulez les meilleures ressources humaines, elles vont vous coûter cher. Donc, ça devient un problème de capitaux et de gros capitaux. Est-ce qu'on manque de capitaux sur le continent? Non. Il y a un système qui n'est peut-être pas suffisamment favorable aux entreprises qui veulent passer un certain cap. Bien sûr, il y a des exceptions. Lorsqu'on prend les secteurs très traditionnels tels que la banque, les mines, les télécoms, là on retrouve des mastodontes, ok, qui sont des mastodontes à l'échelle africaine encore. Donc qui n'ont pas encore le statut global dont je parle, véritablement. Qui n'ont pas cette aura-là et cette envergure. Les capitaux qui manquent sont dus à un marché, un système qui n'est pas encore optimisé. Parce que les banques, évidemment, ne vont pas vous accompagner si vous n'êtes pas rentable tout de suite. Si vous n'êtes pas rapidement rentable. D'accord? Ça va être le même cas avec les bailleurs institutionnels. On commence à avoir quelques fonds d'investissement en Afrique. Mais ils n'ont pas les mêmes critères ici qu'aux États-Unis, par exemple. On n'est pas dans la Silicon Valley. Donc, vous n'allez pas vous lever et aller pouvoir mobiliser des fonds, donc lever 1, 2, 3, 5, 10 millions de dollars en quelques mois avec une période assez extensive ou étendue pour pouvoir rembourser. Non. Même lorsque vous prenez le cas des particuliers, puisque la politique ou le système des business angels est en train de se développer, même dans ce cadre-là, il y a encore un travail à faire parce qu'au niveau des mentalités, les particuliers ne sont pas non plus prêts à attendre très longtemps pour voir la rentabilité d'un projet. Donc, on est dans une dynamique où nous n'avons pas assez de perspectives. Et le problème, il se pose là. Parce que, pour vous donner un petit exemple, les entreprises dont tout le monde parle aujourd'hui, ce sont des entreprises qui, pour la plupart, ont été rentables très tard. Les cas sont nombreux. On va commencer par une entreprise récente dont vous entendez parler tous les jours. C'est ChatGPT. Alors, ChatGPT qui a été développé par OpenAI. Aujourd'hui, on dit que cette application comptabilise à elle seule 1,5 milliard d'utilisateurs. Vous imaginez? Pourtant, elle perd, tenez-vous bien, 700 000 $ par jour. C'est-à-dire qu'elle perd plus de 400 millions de francs CFA tous les jours. Et ça, c'est sur des volets techniques, tels que le stockage, par exemple, et d'autres paramètres. Ça ne prend pas en compte tous les coûts opérationnels, les salaires et tout le reste. Imaginez-vous donc les pertes mensuelles et les pertes annuelles lorsqu'on va faire l'évaluation. Alors, combien de temps est-ce que cette boîte va pouvoir tenir? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de gros investisseurs, depuis toujours, hein, il y a Elon Musk, je crois qu'il y a Microsoft, il y en a plein, qui ne vont certainement pas laisser tomber cette boîte parce qu'elle est arrivée à être à la tête d'une certaine révolution. Donc, elle traverse des moments difficiles aujourd'hui, hein, la société qui a créé ChatGPT, mais à mon avis, elle va s'en sortir et on pourra entendre parler dans 2, 3, 4, 5 ou même plus de rentabilité. Pour preuve, ça peut durer des années pour preuve. Amazon, que tout le monde adule en termes de modèle de réussite entrepreneuriale. Amazon a été créé en 1994. C'est en 2001 que l'entreprise est devenue rentable. Tesla a été créé en 2003. C'est en 2020 que l'entreprise est devenue rentable. Twitter et Spotify ont été créés en 2006 et sont devenus rentables respectivement en 2018 et 2019, c'est-à-dire 13 ans plus tard. C'est pareil pour Facebook, hein. Facebook, ça a été un peu plus rapide, 5 ans avant d'être rentable. Et les exemples similaires sont multiples. Et c'est ça le problème. Tant que nous n'aurons pas des systèmes qui nous permettent de pouvoir laisser certaines entreprises croître de façon exponentielle et qu'on va exiger des rentabilités immédiates ou ultra rapides, nous aurons des entreprises qui fonctionnent. Certaines vont connaître du succès, mais nous n'allons jamais pouvoir bâtir ce que certains appellent des licornes, par exemple. D'accord? Ou des entreprises véritablement puissantes qui ont des capitalisations boursières folles.
Oui, il faut dire que nous avons l'excuse d'avoir un marché boursier qui est assez jeune par rapport aux marchés boursiers occidentaux. Et donc, on espère qu'avec le temps, avec l'ouverture de nouveaux compartiments à la BRVM et dans d'autres bourses du continent, il pourrait avoir l'introduction d'entreprises plus jeunes, avec des critères assouplis, mais qui pourront aller mobiliser par exemple du financement public à la bourse, ou qu'il va y avoir donc des fonds d'investissement beaucoup plus souples. Souple ne veut pas dire laxiste, ça veut dire visionnaire et qui donc laisse du champ pour que le travail puisse être fait. Parce que vous avez pu voir avec les exemples que j'ai donnés, c'est 6, 7 ans, parfois 10 ans avant qu'il y ait une rentabilité dans une entreprise. Et pendant toutes ces années-là, ces entreprises continuent à mobiliser du cash. Ce n'est pas qu'elles roulent avec le financement du départ. Elles continuent à s'endetter. Parce qu'on voit, évidemment, les projections. Elles ne vont pas s'endetter, les gens ne leur remettent pas, les personnes physiques et morales ne leur remettent pas de l'argent en plus avec des nouveaux tours de table, simplement parce que, voilà, elles viennent faire un beau discours. Non, c'est parce qu'on se rend compte du potentiel. Et que lorsqu'on fait des projections, on comprend qu'il est opportun de continuer à financer ce type de projet jusqu'à ce qu'il soit rentable ou pas. Parce que parfois, ça se termine mal, évidemment. Mais voilà comment est-ce que les Occidentaux arrivent en partie, il y a d'autres moyens, à nous damer le pion et à créer des entreprises globales. Et ce n'est pas seulement au niveau, quand je parle d'investissement, ce n'est pas seulement pour faire grossir l'entreprise, c'est pour la maintenir aussi après. Coca-Cola, exemple que j'aime citer à chaque fois que je le peux parce que c'est révélateur de la philosophie, Coca-Cola investit jusqu'à ce jour 1 milliard de dollars et parfois plus par an en marketing, publicité et compagnie. Vous imaginez mettre 1 milliard dans la pub de dollars alors que vous êtes une entreprise déjà, une marque extrêmement connue. Une des marques les plus populaires au monde, connue jusque dans les villages les plus reculés de la planète. Et pourtant, pour se maintenir, ils investissent toujours un budget aussi colossal en publicité. Apple, pour parler d'autre chose à part la publicité, pour vous dire qu'une fois que l'entreprise a atteint une certaine taille critique, il faut la maintenir par la pub, mais aussi par autre chose. Apple investit en recherche et développement. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est globalement le département qui va faire des propositions, faire des recherches avec des centaines, des milliers d'ingénieurs pour pouvoir proposer de nouveaux services et produits que vous allez adopter après. Et parfois, enfin souvent même, les produits et services qui sont développés ne sont pas mis sur le marché. Parce qu'après avoir investi des milliards et des milliards, on se rend compte que c'est pas pertinent de sortir tel produit ou tel service. Mais figurez-vous que l'année dernière, en 2022, les montants, les investissements en recherche et développement de Apple ont été estimés à 26,5 milliards de dollars. On parle ici de 15 600 milliards de francs CFA. Évidemment, c'est supérieur au budget annuel de certains pays. 15 600 milliards en recherche et développement. Alors, quand est-ce que nous pourrons parvenir à ce genre de niveau si nous ne modifions pas notre perception de l'entrepreneuriat, du business, et qu'on ne crée pas nos propres Silicon Valley ou nos propres écosystèmes qui vont vraiment fabriquer des entreprises de cette taille. Parce que tant qu'on ne le fera pas, non seulement on n'existera pas sur la carte des entreprises globales, mais au-delà de ça, dès qu'il va y avoir des petites pépites dans nos pays qui vont commencer à briller, des entreprises qui ont du potentiel, elles seront alors toujours rachetées par des fonds étrangers, par des business angels étrangers, par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire non africains. Et on n'aura donc jamais le contrôle sur des entreprises extraordinaires qu'on pourrait éventuellement fabriquer. Donc il faut que l'argent soit mis au service du business. Il y a des tas de personnes qui, à titre individuel, possèdent des fortunes presque indécentes, je dirais, sur le continent. Peu importe la manière dont elles ont pu acquérir ça. C'est un autre débat. Si elles peuvent mettre ces fortunes-là, en partie, parce que ça ne changera pas grand-chose à leur statut, mais en partie au développement de l'écosystème entrepreneurial pour qu'on puisse parvenir à des niveaux supérieurs, tout le monde en sortirait gagnant. Tout le monde en sortirait gagnant. Les industries qui, par exemple, aujourd'hui, fleurissent en Afrique au niveau des industries culturelles, que ce soit au Nigeria, au Ghana ou dans d'autres pays, ce sont des industries qui ont été financées en grande partie par de l'argent sale. Tout le monde le sait.
Enfin, en tout cas, c'est connu. Au Nigeria, au Ghana et dans certains pays francophones aussi. C'est de l'argent dit sale qui a financé ces entreprises. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Non, parce qu'on ne va pas faire la promotion de l'argent dit sale. Mais les gens auront toujours des activités, menant toujours des activités dites illégales. Que font-ils de cet argent? Si ça peut servir au moins à développer certains secteurs, que ça serve. L'argent de la corruption, l'argent des armes, l'argent de plein d'autres choses. Si en plus de capitaliser déjà sur des secteurs qui créent de la douleur et des problèmes, on ne peut pas investir cet argent de façon à pouvoir créer un rééquilibrage social et au-delà de ça, à apporter de l'aura nationale, internationale et continentale, alors, quelque part, nous aurions complètement échoué. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Pour ceux qui suivent les questions d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement un problème, comme je le souligne, ou est-ce que pour vous, il faut chercher l'erreur ailleurs? Mettez en commentaire votre avis et abonnez-vous pour rejoindre la communauté Rock. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, de mindset et de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Voilà. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous, comme je disais. N'oubliez pas de faire un tour également dans la description pour voir tout l'écosystème Rock, tout ce que nous proposons comme ressources pour accompagner les entrepreneurs. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.